Bonjour, bienvenue dans Parole d'expert. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial qui touche de nombreuses personnes, le diabète. Pour mieux comprendre cette maladie, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le professeur Bihan. Bonjour, professeur Bonjour, Bihan. bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de diabète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement, dans des mots très simples, ce qu'est le diabète? Donc le diabète, c'est une maladie chronique, la plupart du temps, qui est définie par une élévation du taux de sucre dans le sang. Donc on peut mesurer ce taux de sucre, soit en mesurant au bout du doigt le taux de sucre, soit avec une prise de sang. Et donc le diabète, c'est la démonstration d'une élévation de ce taux de sucre de façon chronique et pendant plusieurs mois, années, etc. On a des définitions plus précises D'accord. sur lesquelles on peut... On entend souvent parler de diabète de type 1, de type 2. Quelle est la différenciation? D'accord, donc si on dit, donc le diabète, c'est une élévation chronique du sucre. Après, l'explication de ce diabète, elle est multiple. Donc le diabète de type 1, l'élévation chronique du sucre vient d'une pathologie grave du pancréas qui ne fait plus son travail étant de sécréter l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone qui fait baisser la glycémie. Et dans le diabète de type 1, le pancréas a été attaqué et ne sécrète quasiment plus d'insuline. D'accord. Ça, c'est le diabète de type 1. Dans le diabète de type 2, c'est une maladie qui apparaît en général beaucoup plus tard. Le patient continue à avoir une sécrétion d'insuline, mais qui n'est pas suffisante. Et surtout, cette insuline, elle a du mal à faire son action pour baisser la glycémie, pour plein de motifs. Et en général, le premier motif, c'est un problème d'obésité. Et donc, cette absence d'action de l'insuline entraîne aussi une élévation de la glycémie. On a soit une carence totale en insuline, c'est le diabète de type 1, soit une carence modérée en insuline et d'autres facteurs, c'est le diabète de type 2. Et puis il existe d'autres types de diabète qui peuvent être dus à des mutations particulières, mais qui sont vraiment très spécifiques et qui correspondent à une toute petite partie de la population. D'accord. Parce que le diabète de type 1, c'est à peu près 5 à 10% de la population, et puis donc 90% des patients qui ont un diabète, c'est un diabète de type 2. D'accord. Et le diabète de type 1, c'est quelque chose qui est génétique? Parce que j'ai entendu qu'il y a un diabète que les personnes pouvaient avoir de façon génétique. Le diabète de type 1, c'est génétique? Beaucoup moins que le diabète de type 2. Alors, D'accord. on sait qu'il y a une héritabilité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une transmission, mais qui est très faible. C'est moins de 5% si vous avez des enfants, donc c'est vraiment exceptionnel. Alors que le diabète de type 2, il est fortement génétique, parce qu'on sait que, par exemple, quand on a deux parents avec un diabète de type 2, notre propre risque à nous, enfants, est quasiment un risque sur deux, 50% de risque d'avoir du diabète. Parce que les parents auront transmis leurs gènes qui font que le pancréas ne travaille pas très bien, que l'insuline ne fait pas bien son action et plein de facteurs multiples. Donc le diabète de type 2 est beaucoup plus une maladie génétique que le diabète de type 1. Donc du coup, quand Mais on a les deux parents qui ont le diabète, oui, ça fait 50 d'un, 50 de l'autre, ça fait 100% de chance de l'avoir? non, 50% 50% de risque. Alors je préfère Ok. parler de risque de chance Ah parce que oui, c'est quand même pardon, pas une effectivement. maladie forcément facile. Ok. Mais on parlera peut-être un peu plus tard des façons dont on peut prévenir quand même le diabète, puisque même si on a des parents diabétiques, on peut faire des choses à D'accord. titre individuel pour éviter que le diabète apparaisse chez nous en tant qu'individu. Et le diabète de type 1, de ce que j'ai pu comprendre, c'était que pour des enfants, sur les enfants? Alors non, pas Pas forcément. forcément. Il y a en effet deux pics de découverte du diabète de type 1. Il y a les enfants, donc les petits-enfants, puis vers l'âge de 15-18 ans. Donc ça, c'est vraiment les deux périodes, petite enfance et puis les jeunes de 15-18 ans. Mais on peut découvrir en fait un diabète de type 1 plus tard, il a un autre nom. Et ça, c'est les avancées un peu médicales qui nous permettent de mieux comprendre ces maladies. Et même chez quelqu'un de 50 ans, on pourra, avec des analyses biologiques, dire qu'il a un diabète de type 1. C'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver. D'accord. Donc, Et quand vous parliez de pancréas qui produit de l'insuline, oui. le pancréas, à quoi sert exactement cette insuline? Alors, donc le pancréas, il produit le premier rôle du pancréas, c'est de produire des sucres digestifs qui nous permettent de faire la digestion de tout ce qu'on mange. D'accord. Et puis, il a une autre partie qui sont une production d'hormones, telles que l'insuline, mais il y a d'autres hormones, le glucagon, le GIP, il y a plein d'hormones qui sont sécrétées par le pancréas. L'insuline, c'est l'hormone qui est l'hormone clé dans la compréhension du diabète, puisque on peut la décrire simplement comme justement une clé qui ouvre une serrure. Quand vous avez de l'insuline, ça va permettre de faire rentrer le sucre qui est dans le sang
et de l'utiliser dans votre muscle, dans le cerveau, dans le foie, d'utiliser le sucre ailleurs et donc d'en faire du fuel pour l'organisme. Et quand on manque d'insuline, on ne peut plus utiliser le sucre qui reste donc dans le sang et qui va donc être élevé de façon chronique dans le sang et entraîner parfois des complications. D'accord, ok. Et vous avez parlé aussi du coup des 5% de personnes qui ont par exemple diabète lié à la grossesse ou c'est ça ou c'est encore autre chose? Non, c'est encore autre chose. Donc en effet, donc on a parlé diabète de type 1, diabète de type 2, d'autres diabètes un peu génétiques. Et le diabète de la grossesse, alors on l'appelait diabète gestationnel, maintenant on parle d'hyperglycémie au cours de la grossesse. La découverte d'un diabète pendant la grossesse, la plupart du temps, en fait c'est c'est un diabète de type 2, mais qu'on découvre dans une situation un peu plus précoce. Habituellement, le diabète de type 2, on le découvre vers 50 ans. Et puis là, on va le découvrir chez une femme donc, qui est enceinte entre 20 et 30-40 ans, parce que la grossesse empêche l'insuline d'agir, enfin, en bloque en partie son action. Et donc, le diabète apparaît si le pancréas de la jeune femme n'est pas capable d'augmenter sa sécrétion d'insuline pour contrer le défaut de l'action de l'insuline, en fait. D'accord, l'insuline doit faire son travail pour faire utiliser notre sucre, et puis à cause des hormones de la grossesse, c'est plus possible, donc il faut augmenter l'insuline. Donc toutes les femmes enceintes, elles sécrètent beaucoup plus d'insuline, sauf celles qui sont malheureusement prédisposées à devenir diabétiques plus tard, et qui elles donc vont découvrir un diabète. Alors moi, sur un plan de la prévention, je trouve que c'est intéressant comme fenêtre, parce que ça permet à nous, diabétologues, d'expliquer aux jeunes femmes qu'elles ont du diabète temporaire, puisque c'est souvent juste au moment de la grossesse, mais que par la suite, on peut identifier qu'elles ont un fort risque de devenir diabétiques, et que notamment, on va leur dire, si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez retarder le diabète, et au lieu de le voir apparaître à 50 ans, finalement, en ayant continué des bonnes habitudes alimentaires et d'activité physique, le diabète peut-être n'apparaîtra qu'à 70 ans, et les enjeux ne sont pas les mêmes au niveau des thérapeutiques. Vous dites retarder, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque de l'avoir quand même si on fait tout pour ne pas l'avoir? Il y a un risque qui est plus important que si on n'a pas de diabète gestationnel, ça c'est évident, dans les études on le sait, quand on a fait un diabète gestationnel, on estime que le risque d'avoir un diabète, il est entre 2 et 5 fois plus élevé qu'une femme qui n'aura pas fait de diabète pendant sa grossesse. D'accord. De façon assez... J'ai entendu le terme prédiabète. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est exactement? Quand on définit le diabète, on le définit avec une élévation du taux de sucre. On peut mesurer ce taux de sucre, et donc il y a deux définitions. C'est un taux de sucre supérieur à 1,26 g 2 fois, donc une première prise de sang à 1,40 g, le patient retourne au laboratoire, il a à nouveau 1,50 g, on va pouvoir définir le diabète, 2 fois supérieur à 1,26 g. La deuxième définition, c'est une glycémie supérieure à 2 g, donc c'est toujours des grammes par litre, quel que soit le moment de la journée, avec un patient qui a perdu du poids, qui a des symptômes. Ça, c'est vraiment la définition du diabète. Mais on sait qu'entre une glycémie strictement normale, par exemple autour de 0,80 g et le 1,26 g, il peut y avoir une étape qui permet de définir des patients ou des personnes qui vont devenir diabétiques si elles ne font rien. C'est ça qu'on appelle le prédiabète. C'est un état avant le diabète, mais qui nous permet quasiment, avec certitude, de savoir qu'il y aura une évolution vers le diabète. Et donc là, les seuils sont un peu plus bas. C'est des glycémies donc, qui sont entre 1 g et 1,26 g. Donc entre une glycémie à plus d'1 gramme, à jeun, c'est une glycémie qui déjà est anormale. On devrait avoir une glycémie plus basse, et donc une glycémie à plus d'1 gramme, ce sera une définition de prédiabète. Et puis il y a une autre façon de définir le prédiabète, c'est on peut faire parfois un test de charge en sucre, donc on demande aux patients de boire du sucre, et 2 heures après, on va mesurer sa glycémie, et l'élévation de la glycémie après la charge en sucre, c'est une autre façon de diagnostiquer un prédiabète. Donc avec une glycémie qui est entre 1,40 g et 2 g. Donc on a beaucoup de chiffres. Ouais. Ce qui est notable, c'est que entre, par exemple, le début de mon exercice médical et maintenant, les chiffres qu'on a sont revus à la baisse régulièrement, et on se rend compte que finalement, il vaut mieux prendre en charge de plus en plus tôt pour éviter
de laisser une maladie s'installer et que c'est beaucoup plus facile de mettre en place des règles hygiéno-diététiques au stade de prédiabète qu'avec un diabète déjà évolué. D'accord, ok. Les principaux signes de cette maladie, est-ce que vous pouvez nous... Alors, le diabète, donc l'élévation du sucre dans le sang, un des premiers signes cliniques, quand ce sucre est très élevé, c'est on va l'uriner. Il va partir dans les urines et donc les personnes vont uriner beaucoup. Mais alors, comme je dis souvent de façon didactique, on n'urine pas des morceaux de sucre et donc on dilue ce sucre avec de l'eau, notre eau corporelle. Et donc le premier symptôme, c'est d'augmenter sa consommation de boissons et ses urines. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome polyuropolydipsique. On boit beaucoup, on urine beaucoup, et en général, c'est 3 litres, 5 litres par jour. Et un signe important, ça va être des réveils la nuit pour uriner chez quelqu'un qui vivait normalement, et notamment par exemple chez les enfants sur le diabète de type 1, un petit enfant qui ne faisait plus pipi au lit, s'il recommence à faire pipi au lit, ça va être un symptôme d'alerte. Donc le syndrome polyuropolydipsique. Un autre symptôme peut être la perte de poids, parce que si on ne peut pas garder son sucre, on perd aussi de l'énergie. Et donc, on peut perdre du poids. On va perdre du muscle, on va perdre de l'énergie. Donc, il y a une perte de poids, mais qui est souvent le signe d'un diabète très déséquilibré. De principe, la fatigue va aller aussi avec ce diabète très déséquilibré. Mais ce qui est difficile, et c'est pour ça qu'il faut le dépister très tôt, c'est qu'en fait, tout le stade de prédiabète et le début du diabète peut être complètement sans symptômes. Parce que dans un diabète de type 2, pour avoir des symptômes, il faut que le taux de sucre dépasse en général 1,80 g, 2 g. Et donc toute une période un peu intermédiaire peut être complètement asymptomatique. Et on sait au niveau mondial, au niveau national, qu'on a plein de patients qui ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils n'ont pas de symptômes. Et que donc il faut les diagnostiquer sur des campagnes de dépistage, par exemple, sur des prises de sang, sur la quelqu'un qui va demander un dépistage parce qu'il a des facteurs de risque. D'accord. Et du coup, les diabétiques de type 1, c'est l'urine. Par contre, type 2, c'est quoi? Quels sont les symptômes? Ce sera aussi le syndrome polyuropolydipsique, mais ce qu'on espère avec nos campagnes, la communication, c'est que justement les personnes qui sont à risque de diabète de type 2 se font dépister, réalisent des prises de sang pour le dépistage avant même d'avoir des symptômes. Et donc on sait, alors maintenant on considère qu'il faut faire un dépistage à partir de 35 ans, tous les 1 ou 3 ans selon les facteurs de risque. Et donc en population générale, maintenant, c'est 35 ans, commencer à se poser la question de dire est-ce que je ne suis pas diabétique? Est-ce que je n'ai pas un diabète? Et du coup, les symptômes du diabète de type 2, j'avais entendu la fatigue, la perte de poids, souvent ils arrivent assez tard. Et donc l'idéal serait de dépister beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que par exemple, dans le service hospitalier où je travaille, on voit beaucoup de patients qui sont hospitalisés pour une découverte de diabète avec des glycémies autour de 2-3 grammes, donc très élevées, parfois des complications de la maladie. Et finalement, quand on réinterroge ces personnes, on se rend compte qu'elles auraient pu bénéficier d'un dépistage parce qu'elles ont plus de 35 ans, parce qu'elles ont une obésité, parce qu'elles avaient une hypertension artérielle, parce qu'il y avait eu un diabète pendant la grossesse, plein de petites choses. Et finalement, on est un peu passé à côté du dépistage, et donc on découvre parfois un peu tard. Ça me permet quand même de traiter. Mais pourquoi c'est pas quelque chose qui est mis... Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place? Oui. Donc, normalement c'est mis en place, ça fait partie du parcours de soins avec le médecin traitant. Et puis tous les ans, on a une campagne de dépistage aussi lors de la journée mondiale du diabète qui a lieu en novembre. Et par exemple, nous on a toujours une intervention au sein de l'hôpital où on va proposer à toutes les personnes qui passent de vérifier leur taux de sucre, de les sensibiliser. Donc et puis, ça se fait comment ce dépistage? Le dépistage, il peut se faire donc soit simplement en faisant une glycémie capillaire, soit avec une glycémie veineuse au laboratoire, donc sur une prise de sang. Capillaire. Alors, le terme. Oui, bien sûr. Donc en fait, toutes les personnes qui ont du diabète ont l'habitude de ça. Elles vont avec un petit stylo qu'on appelle un autopiqueur se piquer le bout du doigt, ça va permettre de récupérer une goutte de sang et qui sera mise sur une bandelette dans un appareil et l'appareil va lire la glycémie. Alors, on parlera peut-être
après des appareils qui sont encore plus Oui. sophistiqués. Mais ce dépistage, enfin cette mesure de la glycémie, elle est quand même assez simple. Ça peut se faire par exemple dans la rue. Ça nous est arrivé de faire des campagnes de dépistage sur des places de village et D'accord. de proposer aux personnes de faire une mesure de glycémie au bout du doigt sans avoir besoin d'une prise de sang. D'accord. On a bien compris ce que c'est que le diabète. On va parler du coup de la communauté pakistanaise. Mhm. On fait partie d'une des communautés les plus atteintes par le Oui, diabète. oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, j'aime quelques chiffres, ça permet des fois de bien Ouais. comprendre. En effet, le diabète en France, c'est à peu près 5% de la population. Quand on regarde au Pakistan, la prévalence du diabète, c'est 11%. Ça veut dire 10 à 11%. C'est 2 fois plus fréquent qu'en France quand on vit au Pakistan. Alors pourquoi? Ce qu'on se connaît de la communauté pakistanaise, mais de façon plus générale en Asie du Sud, c'est que probablement il y a des facteurs génétiques qui sont impliqués, donc qui font que le pancréas fonctionne pas bien, que l'insuline n'est pas très active. Et il y a aussi une particularité, ce qui est, en fait, les personnes originaires d'Asie du Sud vont stocker plus facilement le tissu adipeux, la graisse, dans des endroits où il ne faudrait pas, comme par exemple le foie, et ça empêche l'insuline de faire son action. Pour être un peu concret, quand je vais parler d'obésité à une personne caucasienne blanche née en Europe, on va lui définir une obésité à partir d'un index de masse corporelle au-dessus de 30 kg par mètre carré. Donc c'est le poids divisé par la taille au carré. Pour quelqu'un qui est originaire d'Asie du Sud, je vais lui parler d'obésité, pas à 30, mais à 27, c'est-à-dire beaucoup plus bas. Et donc, pour dans nos consultations, on est souvent amené à expliquer ça, à dire, vous êtes originaire d'Asie du Sud, donc finalement, votre poids cible à vous pour être en bonne santé, il est plus faible que si vous étiez né de parents caucasiens. Donc, parce qu'on sait que si vous prenez beaucoup de poids, en fait, votre poids, vous allez le mettre dans des organes qui vont empêcher l'action de l'insuline et le diabète va apparaître. Donc on n'est pas du tout... il y a des facteurs génétiques qui expliquent ça. Donc un premier point. Après, toute la discussion au niveau de la culture, c'est la culture alimentaire et la culture d'activité physique qui peuvent être aussi d'autres facteurs qui influencent beaucoup. Et puis il y a une chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est l'impact de la migration. Et en fait, par rapport à ce qu'on pourrait penser, finalement, c'est plutôt délétère pour les problèmes de santé liés ce qu'on appelle liés à l'alimentation, parce que les personnes en migrant du Pakistan vers l'Europe, alors pas forcément, enfin je sais pas spécialement un discours sur les personnes d'origine pakistanaise, mais de façon plus globale, vont souvent avoir accès à une alimentation qui est beaucoup plus riche en graisse, et donc moins bonne pour la santé que ce qu'ils pouvaient avoir dans le pays d'origine. Il y a le stress de la migration, il y a l'impact du niveau socio-économique aussi, le fait de ne plus avoir ses repères, d'avoir plein de choses qui font que la migration s'accompagne souvent d'une augmentation du risque de diabète. Moins d'activité physique aussi. Quand on était dans un pays, on parlera peut-être de l'Afrique subsaharienne, où on marchait 10 km par jour pour aller travailler et qu'on se retrouve à prendre le métro tous les jours, finalement l'activité physique elle a beaucoup diminué avec la migration. Mais les chiffres que vous donniez, les 11%, 11%, c'était 11% au Pakistan directement. Oui. Donc quand même au Pakistan aussi, le risque est élevé. Le risque est élevé. Mais quand on a, alors je ne connais pas spécialement d'études spécifiques sur la communauté pakistanaise, mais je connais d'autres études en Europe qui sont intéressées aux migrants. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent, il y a quand même la prévalence du diabète, elle est beaucoup plus importante en Asie du Sud, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, mais quand les personnes migrent, la prévalence est encore plus forte en Europe. Okay. Donc souvent, ça s'associe. La migration augmente un peu le risque de diabète. Il y a un pays qui m'intéresse beaucoup par rapport aux préventions, c'est le Canada, qui a fait par exemple beaucoup de choses. Ils font des campagnes de prévention en expliquant bien aux migrants que leur migration peut augmenter justement ce risque de maladie chronique et donc de les sensibiliser à l'alimentation, au changement alimentaire, au changement d'activité physique qui s'associe à l'installation dans un nouveau pays. Est-ce que c'est le même cas pour les pays avoisinants, le Pakistan, l'Inde, oui. le Bangladesh, le Sri Lanka? Oui. C'est les mêmes chiffres?
Oui, oui, à peu près. À peu Oui, près. ouais, ouais, D'accord. tout à Vous, fait. vous parliez de nourriture, de plats traditionnels. Ouais, Bah, tout ce qui est communauté Dessi, on est fanat de riz ouais, et de chapati, donc de ouais, blé. de blé. Et est-ce que ça, c'est un des facteurs importants qui joue beaucoup dans... Alors, le riz, oui, Ouais, mais plutôt en termes, c'est pas tellement l'aliment en lui-même, quoique il y a des petites nuances selon le type de riz, oui, mais c'est plutôt les quantités. d'accord. Les quantités qui vont être à adapter à l'activité physique, et s'il y a une activité physique qui n'est pas très importante, les quantités glucidiques doivent être aussi adaptées. Et par exemple, ce qu'on peut voir, vous parlez des chapatis, on peut voir les chapatis peuvent être utilisés un peu comme un accompagnement du plat, mais ne sont pas forcément intégrés par les personnes comme c'est à manger. Oui, Vous voyez? Et donc, quand je vais prendre mon assiette avec la moitié de mon assiette où il y a qui est composée de riz, mais quand en plus je vais avoir une ou deux chapatis pour mon repas de midi, finalement l'apport en glucides, il est il est très important par rapport aux besoins habituels d'une personne qui a une activité physique standard. Je ne parle pas des ouvriers dans le bâtiment, hein, mais de quelqu'un qui est sédentaire. Il n'a probablement pas besoin d'avoir autant. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante sur les chapatis, c'est ce que je lisais dans la littérature, c'est qu'au Pakistan, manifestement, les chapatis sont plutôt faites avec la farine de graines entières, de céréales oui, complètes, et qu'en Europe, ce sera plutôt de la farine blanche. c'est vrai. Et ça va être moins bon sur le plan alimentaire, parce que ça a un impact sur l'équilibre glycémique plus important, en fait. En fait, c'est ce qui se vend. Oui, C'est ce qui est plus oui, facilement accessible oui. qui fait que... Oui, oui. On a vu ça aussi, par exemple, sur les changements alimentaires chez les migrants qui viennent d'Amérique latine et qui vont immigrer aux États-Unis. Et en fait, leur chipolatas, qui était faite de maïs, change et pas dans le bon sens. Donc, Ouais. on a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent aux modifications alimentaires et malheureusement, elles sont rarement vers une alimentation plus saine, mais plutôt vers une alimentation plus de type aliments transformés, aliments qui sont plus riches en graisse, etc. Donc, la communauté de Dessi, donc je vais englober tout le monde, Oui. c'est vraiment lié à la génétique. Il y a une grosse part génétique, D'accord. oui. Et puis après, il faut travailler sur les facteurs sur lesquels on peut travailler. Mhm. Ça, c'est toujours un discours. On a des facteurs qu'on va dire non modifiables. On vieillit, on a plus de risques de diabète avec l'âge. On est d'origine sud-asiatique, il y a plus de diabète à cause de cette origine. Et puis après, il y a des facteurs qu'on peut modifier, comme l'alimentation, comme l'activité physique et le poids. Et donc c'est sur ça qu'il faut insister. Et parfois, c'est vrai qu'on voit des patients qui, au diagnostic, nous disent bah oui, c'est normal, j'ai du diabète parce que mes parents sont diabétiques, mais qui n'ont pas forcément sont peut-être dans une fatalité où se sont dit que tout le monde était diabétique dans la famille. Et quand on les interroge, ils n'ont pas forcément pris conscience de ce que eux pouvaient faire à titre individuel pour éviter que le diabète leur arrive à eux. Ok. D'accord. Enfin, c'est un peu... Oui. Si, dans le même sens... Après, je connais évidemment pas toute l'alimentation et il faut toujours ce qui est le discours des diététiciennes dans notre service ou de façon globale, il est toujours d'essayer de partir de ce que mangent les personnes et de voir au sein de l'alimentation traditionnelle quelles sont les choses qui sont favorables et qu'est-ce qu'on va modifier, mais sans vouloir changer complètement les habitudes. Après, la région, on retrouve pratiquement la même chose. Ça rassure les nanes, les chapatis, oui. Le riz, oui. avec des sauces, voilà, des sauces, du masala, du tandoori. Oui. Après, ça reste gras. Assez gras. Ça reste gras. Ouais. Et donc, après, le gras aussi est un facteur du coup de diabète. Oui. Oui, donc le gras est un facteur de risque de diabète parce qu'en prenant du poids, on empêche l'insuline d'être active. Ça limite son action. Donc il faudrait en fabriquer beaucoup plus et puis le pancréas, à un moment donné, il s'épuise. Il arrête de travailler en disant « j'arriverai pas ». Il y a trop d'obstacles. Moi, j'ai souvent une barrière d'un cheval qui doit sauter, il faut fournir un effort supplémentaire et c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'on va essayer d'avoir comme discours le maintien d'un poids stable, sans surpoids, sans obésité, avec ces critères en disant quand vous êtes originaire de tel pays, votre
poids idéal, il est plutôt de temps, donc c'est un peu de définir ça avec les personnes pour éviter le diabète. D'accord. Ouais. On va en revenir, on va parler rapidement aussi de la communauté africaine. On partit aussi de ceux qui sont atteints par le diabète. Après l'obésité, je ne sais pas, vous pouvez me dire, mais le diabète, pourquoi aussi la communauté africaine? Alors, en Afrique, on n'a pas beaucoup de données. Si on regarde les données, on a des données sur l'épidémiologie au Maghreb, donc on sait aussi qu'on est à peu près à plus de 10% de la population qui a du diabète. Mais si on va en Afrique subsaharienne, finalement, les résultats, ils sont beaucoup plus faibles. Ils sont plutôt à moins de 5%. Donc à peu près identique à l'Europe, mais avec un énorme problème qui est le sous-diagnostic. Donc on n'est pas très sûr des chiffres en Afrique. Mais ce qu'on voit en Europe, ou en tout cas dans la population moi que je prends en charge, je dirais c'est un sur-risque de par l'obésité et de par la migration et les changements des habitudes alimentaires. Et il y a par exemple, c'est jamais une généralité, hein, mais quand on interroge les personnes avec du diabète, une découverte de diabète, il y a souvent une consommation de boissons sucrées qui fait partie un peu de la culture d'Afrique subsaharienne, d'avoir des boissons voilà, sucrées, plus ou moins édulcorées ou pas. Alors évidemment, il vaut mieux des boissons édulcorées, mais néanmoins, on a démontré quand même que les boissons édulcorées étaient un risque de diabète, probablement indirect, c'est-à-dire parce qu'on a l'habitude de manger sucré. Et que finalement, on aime le sucre, et donc on va aimer les pâtisseries, on va manger des produits, du chocolat, des choses, en fait, l'appétence pour le goût sucré. Et que c'est possiblement que ça passe par là. C'est pas juste les boissons édulcorées, mais plutôt l'ensemble, en fait. D'accord, donc la communauté africaine, d'accord, c'est lié plus à la migration dans ce cas-là. Oui, alors après, il y a aussi un type de diabète hein, qui est décrit chez les personnes d'Afrique subsaharienne, qui est assez particulier, parce qu'on ne sait pas trop bien le classer. Donc il n'est pas vraiment type 1, il n'est pas vraiment type 2, il est un peu entre les deux. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent diagnostiquer leur diabète avec un tableau extrêmement sévère, une découverte qui malheureusement les emmène, nécessite une hospitalisation en réanimation, une insulinothérapie, et puis finalement on va pouvoir arrêter l'insuline et leur donner des comprimés. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais, par exemple, chez un blanc. Un blanc qui passe en réanimation et qui a besoin d'insuline, quasiment jamais il ne pourra vivre sans insuline. Alors qu'un sujet noir, c'est possible. Et ça, c'est un type de diabète qu'on appelle le diabète de type 2 cétosique. Alors avant, on l'appelait le diabète africain, hein, le diabète du Bush. Et puis, avec l'avancée des études, on s'est rendu compte que ce n'était pas simplement le panache des Africains d'Afrique subsaharienne, mais qu'on pouvait le voir dans d'autres communautés. C'est un tableau un peu particulier. On voit beaucoup plus quand même en Afrique subsaharienne. On va parler... compliqué. C'est un peu compliqué. On va parler de prévention et des gestes simples. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire attention pour ne pas devenir diabétique? Alors on va commencer comme ça. Alors pour essayer d'être un peu clair, donc on sait qu'on est peut-être à risque de diabète. On va essayer de bien manger et de faire du sport. Alors bien manger. On va essayer d'avoir une régularité alimentaire. C'est ce qu'on va conseiller de façon assez schématique, de dire il faut 2 ou 3 repas par jour, d'essayer d'avoir à chacun des repas des céréales, des féculents, des fruits, des légumes, une viande ou un poisson, des œufs, et une structure. Et d'éviter un peu ce qu'on appelle les grignotages, c'est-à-dire de manger sans spécialement avoir faim. On est en période de Noël, donc nous avons la chance d'être gâtés par nos patients avec des chocolats. Et donc, par exemple, c'est ça, c'est d'éviter la consommation de produits sucrés devant la télé, une consommation qui n'est pas forcément intégrée dans notre... par nous, on n'est pas conscient de ce qu'on mange, et souvent c'est des calories qu'on rajoute. Qui ne sont pas forcément très bénéfiques. Donc c'est plutôt les 2 à 3 repas par jour, des repas avec des fruits, des légumes, une alimentation en faisant attention aux quantités. Je vous parlais tout à l'heure de le riz plus le pain, c'est peut-être excessif si on ne fait pas trop de sport, d'éviter les grignotages et puis de faire attention aux boissons sucrées. C'est-à-dire que quand on a soif, on boit de l'eau. Et donc les boissons sucrées, il faut faire attention. Vous parliez des graisses ou des sauces. Hein, donc l'alimentation, c'est aussi de faire
de ne pas avoir des apports excessifs en gras, et notamment il y a des graisses dont on n'a pas tout à fait conscience que c'est ce qu'on est en train de manger gras. Alors, évidemment, tout le monde sait quand il mange des frites que c'est un peu gras, d'accord, mais par exemple les gâteaux apéro, les boissons, l'alcool, ou les huiles qui vont permettre de faire la cuisson, toutes les sauces, ça fait partie des apports en graisse. Donc on peut aussi, quelque chose de simple et parfois de compter le nombre de bouteilles d'huile qu'on achète dans les foyers pour voir un petit peu à quel point ça descend. Et ça peut être une façon de discuter de façon claire avec le médecin en disant voilà, j'ai 4 personnes dans mon foyer et je consomme 3 bouteilles d'huile par mois pour tant de repas. Est-ce que c'est adapté ou pas? Là, on va pouvoir avoir des conseils aussi un peu adapté. Ça, c'était l'alimentation. 3, c'est peu pour une famille pakistanaise. Oui, par exemple. C'est très peu. On parlait donc de l'alimentation. Après l'activité physique, donc les recommandations, il y a un petit outil maintenant que tout le monde a dans sa poche. Souvent, c'est le téléphone portable avec un podomètre intégré. D'accord. On dit ça. Et donc, on peut aussi regarder. Il y a des gens même... les jeunes médecins là, qui se font payer quand ils dépassent un certain nombre de pas sur certaines applications. Ça peut être une motivation. Et on va dire que voilà, c'est important d'avoir une activité physique régulière. On conseille à peu près 150 minutes par semaine, ce qui est quand même beaucoup. Ça fait 3 fois à peu près 1 heure, un peu moins d'1 heure, d'une activité physique où je dirais simplement où on transpire. Pour se donner un exemple, de se dire c'est une activité physique modérée ou intense, et donc il faut un peu transpirer, ou alors un équivalent de marcher d'un bon pas plus de 30 minutes par jour. Et ça, c'est l'inscription dans une salle de sport. Et je pense qu'on a un vrai message à faire passer pour augmenter l'activité physique de tout le monde. Les Jeux Olympiques étaient peut-être un tremplin, mais que ça fasse partie de notre mode de vie. Aussi de prendre soin de soi en faisant du sport et en essayant de réfléchir à comment on peut l'intégrer dans nos routines de professionnels, soit en descendant avant dans le métro, soit en faisant du vélo, soit en montant les escaliers, de mettre en place pour les gens qui ont déjà du mal. Et puis après, quand on est un peu plus habitué, c'est vrai que les clubs de sport sont aussi une façon de faire du sport. Souvent, les gens, quand ils font pas de sport, les motifs qu'ils me donnent, c'est « il pleut ». Alors, moi, je suis d'origine bretonne, donc il pleut beaucoup en Bretagne. Donc, j'ai souvent la réponse de « oui, mais vous pouvez utiliser un caouet ». Donc, il pleut. Ou souvent, la deuxième réponse, c'est « j'ai pas envie » et un manque de motivation aussi par la solitude, par le fait de ne pas avoir envie de bouger seul. Et donc, c'est parfois notre discours et notre discussion, c'est d'essayer de voir si autour de la personne, on ne peut pas avoir un ami qui irait avec elle au cours de Zumba, au club de foot, quelqu'un qui fait qu'on s'inscrit dans une activité, dans un club, pour avoir justement une routine qui fait qu'on a une activité physique. D'accord. Donc déjà, c'est 2 principes majeurs, c'est bien manger et essayer de faire de l'activité physique. Et ça permet souvent pas tout le temps, mais ça permet de maintenir le poids sur le long terme et d'éviter la prise de poids, en fait. Et qui seront les facteurs majeurs qu'on peut mettre en place pour éviter le diabète. Le repousser malgré le poids de la génétique. Ouais. Du coup, vous avez répondu aux 2 prochaines questions. Donc c'est un peu le sucre qui est responsable du coup du diabète. Il faut le sucre et le gras. Le sucre et le gras, donc faire attention à son hygiène alimentaire. Et la deuxième question, c'était par rapport à l'activité physique, donc vous venez aussi d'y répondre. Je ferai juste un petit commentaire par rapport au sucre, parce qu'en introduction, quand on parlait du diabète de type 1, notamment, il y a certains parents qui après sont très culpabilisés par rapport à la découverte d'un diabète de type 1. Le diabète de type 1, c'est vraiment une maladie qui attaque le pancréas, peu importe l'alimentation de la personne. Et là, malheureusement, c'est pas ni le sucre ni le gras. Il vaut mieux évidemment avoir un poids normal, mais le facteur alimentaire n'est pas à l'origine de ce type de diabète. Donc là, ce sera forcément les médicaments. Oui. Pour le diabète de type 1, c'est forcément les médicaments. L'alimentation et le sport seront aussi un des piliers, sont partie des 2 piliers, quel que soit le type de diabète, mais sont pas des facteurs de prévention de ce type de diabète. D'accord, ok. C'est-à-dire que même en mangeant bien et en faisant du sport, si on est prédestiné à avoir un diabète de type 1, il apparaîtra, ce diabète de type 1, probablement. D'accord, ok. C'est un peu plus complexe, mais
quand même. Ouais, ouais. Ouais. Bon, on va parler de la prise en charge Des médicaments. des médicaments. Donc, une fois qu'on est diagnostiqué, Mhm. bon, sans parler des médicaments tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, vous avez dit qu'il fallait faire toujours rester, faire attention à son alimentation et faire du sport. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place avant même de prendre des médicaments? Alors, ce qu'on va proposer aux patients, ça dépend à quel moment on découvre le diabète, c'est déjà de commencer à se rendre compte de ce que c'est que le diabète. Et on a un discours dans l'éducation en diabétologie qui est de dire il faut que la personne devienne acteur de sa maladie. Alors, c'est un terme un peu lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux savoir comment est mon diabète, il faut que je me donne les moyens et donc, par exemple, contrôler la glycémie de temps en temps. Et un premier pas peut être d'avoir une prescription par le médecin traitant d'un appareil ou de contrôler. Alors on voit ça dans les familles, hein, souvent quand il y a plusieurs personnes dans la famille, quand on va regarder les glycémies, on se rend compte que le lecteur a servi pour la grand-mère, pour le père, pour quelqu'un d'autre. Donc on peut commencer à contrôler ces glycémies et ça permettra déjà de comprendre que la glycémie, elle varie. Et notamment quand on mange beaucoup, la glycémie va monter plus. Quand on a fait du sport, à l'inverse, la glycémie va baisser. Donc ça, c'est l'autocontrôle, l'autosurveillance glycémique. Et ça, c'est vrai que c'est le patient qui va le faire. C'est pas le professionnel de santé. Il peut l'inciter. Voilà, on peut faire ça. Et puis après, il faudra, si les glycémies sont pas contrôlées juste avec l'alimentation et le régime, enfin l'alimentation et l'activité physique, c'est là où on commencera à prescrire des médicaments avec plein de classes différentes de médicaments. Et puis ce qu'on appelle des algorithmes. Les médecins ont des algorithmes pour dire on met celui-ci en premier, puis celui-là, des classes différentes pour traiter la maladie. Avant de parler des médicaments, au tout début, on a parlé de prédiabète. Quand on devient prédiabétique, on peut ressortir de cette phase et ne plus devenir prédiabétique, ne plus être à risque. Oui. Alors, il y a des très belles études qui ont été faites sur les personnes avec un prédiabète, où on s'est rendu compte que si on regardait à 3 ans leur risque de devenir diabétique, et donc on avait plein de personnes avec un prédiabète, et certaines ne faisaient rien de particulier, et d'autres faisaient du sport et une meilleure alimentation, et on leur avait donné aussi un comprimé qu'on donne dans le diabète. Et finalement, dans le groupe très intensif, il y a eu une apparition 2 fois moins importante du diabète au bout de 3 ans. Donc ça, c'est un discours qui est réjouissant. Et on a en ce moment en France 3 départements qui sont des départements pilotes avec une prise en charge de ce type où des personnes qui ont été diagnostiquées avec un prédiabète sont finalement incluses dans des programmes avec un coach sportif qui les incite à faire de l'activité physique, une diététicienne, pour essayer d'éviter la progression vers le diabète. Ça, c'est pris en charge par la Sécu? Et c'est pris en charge par la Sécu dans les 3 dans les zones qui sont des zones test. C'est lesquels, on peut savoir? C'est alors le 93, par exemple, fait partie, le département où j'exerce. Le nord de la France, les c'est ça, le nord. Ouais. Et puis, je pense que c'est la Guadeloupe ou la Réunion, des Outre-mer, les départements d'Outre-mer. D'accord. Les types de médicaments, on en parle aussi? Alors, il y a plusieurs types de médicaments, plusieurs classes. Le plus fréquent, c'est la classe des biguanides, qui s'appelle la metformine. Celui-là, il est prescrit en général pour tous les patients au tout début. C'est à avaler, c'est ça? C'est des comprimés, 1 à 2 fois par jour. Puis on a une autre classe après. Alors, il y a plein d'autres classes. Les inhibiteurs de DPP4. Ils ont tous des noms un peu compliqués. Je ne comprends pas de toute façon. Voilà. Mais un nom, c'est par exemple le Januvia, mais qui peut être mélangé avec la metformine pour essayer. Notre objectif pour les patients c'est toujours d'avoir le moins de comprimés à prendre. Donc, on va essayer d'augmenter les comprimés sans augmenter le nombre de prises. Donc, d'avoir des mélanges de médicaments. Donc, on peut avoir ça. On a une classe qui s'appelle les sulfamides qui donne parfois des hypoglycémies. On a une nouvelle classe qui est arrivée qui est assez révolutionnaire parce qu'elle prévient les problèmes cardiaques et les problèmes rénaux. Donc, on va donner à ces patients qui ont déjà des problèmes cardiaques ou rénaux. Ça s'appelle la classe des inhibiteurs de SGLT2. Donc aussi des noms un peu, d'autres noms. Et puis après, on a des injections diverses, enfin 2 types d'injections, soit médicaments qui jouent sur l'estomac et sur les hormones, et qu'on appelle les analogues de GLP-1, dont on va parler après, et puis l'insuline. Donc l'escalade thérapeutique dans le diabète de type 2, c'est d'augmenter
le nombre de médicaments quand le diabète n'est pas contrôlé et de ne pas rester dans un échec quand on a mis en place ce qu'il fallait. C'est-à-dire que notre discussion dans les consultations est toujours de savoir si le diabète est bien équilibré. Donc pour ça, on a une prise de sang qui est une sorte de marqueur qu'on mesure tous les 3 mois. Il y a la glycémie quotidiennement et il y a la prise de sang tous les 3 mois qui s'appelle l'hémoglobine glyquée ou HbA1c. Donc qui doit être souvent, pour la plupart des patients, en dessous de 7%. Si elle est au-dessus de 7%, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si elle n'est pas très élevée, 7 à 8, souvent on va inciter la personne à augmenter l'activité physique, changer un peu l'alimentation. Si maintenant elle est plus élevée, 8, 9, 10%, on va discuter de rajouter une classe de médicaments. Et puis quand on aura bout à bout 3 ou 4 classes de médicaments, et que le patient se retrouve avec une ordonnance assez longue, sans compter souvent les traitements de l'hypertension, du cholestérol, à ce moment-là, on va proposer le passage à des injections. Et donc, moi, j'ai beaucoup été formée comme jeune médecin à expliquer que le diabète, c'est une maladie chronique, évolutive, et que c'est pas parce qu'on n'est pas sage, entre guillemets, qu'on passe aux piqûres. Et ça, c'est parfois un discours qui est difficile à faire entendre chez des personnes dont les grands-parents ont eu de l'insuline, puis ils sont morts. Parce qu'il peut y avoir encore, alors beaucoup moins maintenant, mais il peut y avoir quand même encore des fausses croyances qui est que quand on a de l'insuline, c'est extrêmement grave, et là, ça va mal se passer. Et donc, c'est d'expliquer très vite que justement, il faut bien traiter la maladie tout de suite, et s'il faut mettre des piqûres après 5 ou 5 ans de maladie, eh ben, on proposera les injections. Et on peut vivre longtemps en faisant des piqûres d'insuline. Oui, tout à fait. D'accord, oui, tout à fait. On a plein d'études qui montrent. C'est pas deux opposés. La metformine et l'injection d'insuline, c'est pas deux opposés. Et puis donc on a une classe, une classe de médicaments qui est donc très à la mode en ce moment, puisque c'est donc la classe des analogues de GLP-1. Donc avec des petits noms que vous connaissez, notamment vous parliez de l'Ozempic. Donc l'Ozempic, c'est un des analogues de GLP-1, puis il y en a d'autres, il y a le Byetta, le Trulicity. C'est des médicaments qui jouent sur l'estomac pour empêcher un peu l'estomac de faire vite son travail. Donc ça va entraîner une sensation de faim assez rapide, c'est-à-dire qu'on mange et on sera rassasié assez vite. Donc les gens vont, avec ce médicament, avoir moins envie de manger. Et puis ça favorise l'action de l'insuline. Et ces deux effets, plus d'autres, vont permettre de perdre du poids. Et comme on disait en introduction, on disait tout à l'heure que la perte de poids, c'est quelque chose d'important pour lutter contre le diabète, en tout cas éviter la prise de poids. C'est une classe médicamenteuse qui a révolutionné un peu ça fait à peu près 10 ans qu'on l'a sur le marché, et donc qui a permis d'éviter des passages aux injections d'insuline, puisque les personnes, en perdant du poids, devenaient à nouveau plus sensibles à leur propre insuline, et on n'avait pas besoin d'en rajouter. Et en fait, ces médicaments du diabète ont été développés avec des doses un peu pour le diabète. Et on a vu depuis ces dernières années les mêmes médicaments, mais développés avec des doses beaucoup plus fortes pour traiter l'obésité. Mais ces médicaments contre l'obésité, ces doses-là dans l'obésité, ne sont pas encore remboursés. On a 2 médicaments en France qui sont disponibles, qui s'appellent le Wegovy et le Saxenda, mais qui sont des médicaments non remboursés qui coûtent un vrai autour de presque 300 € par mois, et dans l'obésité, dans le traitement de l'obésité. Et donc ça fait perdre du poids. Ça fait perdre du poids. Et donc il y a eu vous parliez au début l'Ozempic, on a eu une rupture de stock. Beaucoup de patients diabétiques se sont retrouvés embêtés, puisqu'il y a eu une rupture de stock en France de l'Ozempic pendant plusieurs mois, parce que finalement des personnes en obésité avaient demandé une prescription d'Ozempic, même s'ils n'avaient pas de diabète, afin de perdre du poids. Donc mais la situation s'améliore. Et puis ces les deux autres noms que vous avez donnés, de Trulicity, moi je connais parce que mon père en prend aussi. Oui. Et donc ça fait perdre du poids aussi. Ça fait perdre du poids aussi. Donc ça régule aussi le diabète. En fait, ça régule le diabète parce que ça fait baisser l'appétit. Donc les personnes mangent moins. Ça fait perdre du poids, et donc du coup, en perdant du poids, le diabète sera beaucoup plus équilibré. Donc c'est un très bon, et c'est l'équivalent, le Trulicity, c'est la même efficacité à peu près. L'Ozempic est un peu plus efficace quand on regarde les études, mais c'est toujours très personne dépendante. Et puis il y a des personnes, comme c'est des médicaments qui peuvent donner des troubles digestifs, des nausées, des vomissements,
Certains patients sont plus sensibles à une molécule que d'autres. Ce n'est pas la même molécule à l'intérieur du Trulicity qu'à l'intérieur de l'Ozempic. Et donc, on a pu essayer divers médicaments avec les patients. Et tous ces médicaments, mis à part ceux dont vous avez parlé, qui sont très, non pas très chers, remboursés, oui. tout est pris en charge à 100% Oui, par alors Sécurité tout est sociale? pris en charge. Oui, D'accord. tout à fait. Et pour des personnes qui fait. viennent de l'étranger, qui s'installent en France, Oui. j'imagine que vous devez rencontrer Oui, pas bien mal sûr. de personnes issues Oui. d'immigration. Oui. Ça se passe comment pour eux? C'est pris en charge aussi? Ce sera pris en charge. Donc, vous savez, quand on arrive en France de façon illégale, on va pouvoir bénéficier au bout de 3 mois de séjour de la demande d'une aide médicale d'État. D'accord. Et en demandant, donc, alors après, tout le monde ne demande pas l'aide médicale d'État, mais quand on a obtenu l'aide médicale d'État en ayant prouvé qu'on était sur le territoire français, de façon, même si on est venu Oui. sans titre de séjour, l'aide médicale d'État va couvrir la prise en charge de ces médicaments. Donc, on a des solutions. Et donc, la période où ça peut être compliqué pour un patient, c'est les 3 premiers mois de son arrivée en France, où là, il pourra être traité, mais en passant par l'hôpital, dans un contexte d'urgence, où là, on mettra en place un traitement et il pourra avoir les médicaments avec les pharmacies hospitalières sans payer. D'accord. Ah. Donc, on a des solutions qui font que les personnes peuvent être traitées sans problème. Alors, c'est plus difficile, évidemment, parce qu'il y a des démarches un peu compliquées, mais les médicaments sont accessibles. Oui. D'accord. Oui, sont remboursés. Vous avez parlé tout à l'heure d'une petite piqûre pour pouvoir... pour contrôler la glycémie sur une machine, pareil. Je vois de plus en plus de personnes avoir des petits trucs blancs sur l'épaule. Vous pouvez me parler de ça? Oui. Donc, alors, c'est une sorte de stickers qu'on va se mettre sur l'épaule comme ça, qu'on va appliquer un peu comme si on passait à la caisse avec un tampon. Voilà. Et ce petit autocollant, il va rester 2 semaines dans le bras. Ça s'appelle comment déjà? Et ça s'appelle le Freestyle, un capteur Freestyle. Mais il y a d'autres types de capteurs, mais celui qu'on voit vraiment beaucoup, c'est celui-là, le capteur Freestyle. Alors qu'est-ce qui se passe avec cet autocollant qui est dans le bras? Vous allez pouvoir avoir le résultat de votre glycémie immédiatement avec 2 solutions. Soit vous avez un téléphone portable avec une application et vous passez votre téléphone sur le capteur et là vous allez pouvoir lire sur votre téléphone « j'ai 1,25 g ». Très bien. Ou j'ai 3,50 g, je vais aller voir le médecin. Ou bien, si vous n'avez pas de téléphone portable, vous aurez un appareil qui sera livré avec et qui permettra de lire la glycémie. Là, le gros intérêt de cet appareil, c'est qu'on n'a plus besoin de faire des contrôles, donc des piqûres au bout des doigts. Et donc, ça a amélioré de façon majeure la qualité de vie des patients. Mais cet appareil ne va être remboursé actuellement que c'est des personnes qui sont sous insuline ou en vraiment très grand déséquilibre, dans des conditions particulières. Ce ne sera pas remboursé chez des personnes qui sont sous comprimés, parce que quand on est sous comprimé, on n'adapte pas sa prise de traitement 3-4 fois par jour, alors que quand on fait des injections d'insuline à chacun des repas, on a besoin, si on veut traiter de façon rigoureuse, le mieux possible son diabète, on a besoin de modifier sa dose d'insuline. Donc c'est pour ça que c'est pas remboursé encore chez tout le monde. C'est quelque chose qui coûte cher à l'achat? Ça coûte à peu près 80 € par mois si vous n'avez pas de remboursement. Par mois. Parce qu'il faut changer... Parce qu'en fait, le capteur, vous allez le changer 2 fois. Et donc, globalement, c'est à peu près ça, les tarifs. D'accord, donc une prise en charge est plus intéressante. Mais c'est surtout, le message n'est pas de dire qu'il faut ce genre de capteur, parce que finalement, moi, je vois pas de patients diabétiques sous comprimés, puisque je vois des patients qui ont un diabète beaucoup plus complexe, mais les collègues généralistes du département avec qui je travaille disent bien que on n'a pas besoin d'avoir autant de surveillance de glycémie quand on a des comprimés. Si on contrôle sa glycémie 1 fois par jour, même certains patients 1 fois par semaine, ça suffit pour traiter un diabète et équilibrer un diabète. Le système de contrôle en continu, puisque ça va mesurer la glycémie en continu, ça c'est vraiment utile pour des patients qui ont besoin de changer leur traitement régulièrement, donc à chaque fois qu'ils mangent par exemple, ou pendant l'activité physique, etc. D'accord. Mais il y a plusieurs types de capteurs, il y en a d'autres.
Et puis, il y a des technologies qui avancent, hein, puisque Ouais. on a les injections d'insuline et puis les pompes à insuline maintenant depuis aussi de plus en Qui plus de temps. injecte directement? Voilà, des pompes, c'est un petit système qui va injecter, donc un système qui a la taille aussi d'un téléphone portable, qu'on peut accrocher à la ceinture, D'accord. avec un petit fil qui va passer sous la peau et qui va injecter de façon régulière de l'insuline, et plus ou moins régulière d'ailleurs, puisque maintenant on est arrivé à des technologies tellement fines Mmh. que la pompe elle-même, avec le couplage avec le capteur, va permettre de modifier tout seul la diffusion de l'insuline. D'accord. Un exemple, vous avez un enfant qui a un Ouais. diabète traité par pompe, il a une glycémie à 3 grammes après le gâteau d'anniversaire, il va se coucher, et ben vous allez voir dans la nuit sa glycémie qui va se normaliser parce que la pompe à insuline aura toute seule injecté une dose d'insuline plus importante et sera en D'accord. communication permanente avec le capteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des boucles, où ça va vers ce qu'on appelle le pancréas artificiel, c'est-à-dire finalement le Graal pour tout patient qui a un diabète insulino-traité, c'est ne plus avoir besoin de faire ses injections, ni de vérifier sa glycémie et de pouvoir manger comme il a envie. Ça commence à être démocratisé en France? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc les pompes à insuline, ça fait longtemps qu'on met des pompes à insuline. Okay. Ça fait plus de 20 ans. Et puis le capteur qui contrôle la vitesse de la pompe, ça fait à peu près 5 ans que maintenant c'est remboursé chez des patients qui ont un diabète de type 1. Par contre, c'est pas encore chez tout le monde. D'accord. Bon, il y a des nouveautés qui vont arriver sur le diabète, des nouveaux types de traitements? Des nouveaux types de médicaments. Alors, on a le développement. Alors, les capteurs deviennent plus petits, plus performants, plus faciles, etc. Donc ça, on voit bien à chacun de nos congrès les laboratoires, les industriels qui développent des choses. Tout le développement des technologies autour de la pompe est très importante. Et puis au niveau des thérapeutiques qui cibleraient plutôt plus intéressantes pour les patients avec un diabète de type 2, c'est le travail sur les analogues de GLP-1, mais couplés avec d'autres hormones en fait. Et on a un médicament qui est arrivé là déjà, qui n'est pas remboursé, mais qui est encore plus fort que l'Ozempic par rapport à la perte de poids et qui va donner des résultats très importants. Quasiment comme... des médicaments qui sont développés en France? Oui, oui. Donc le médicament dont je parle là, qui est plus fort, ça s'appelle le tirzépatide, ou son nom commercial c'est Mounjaro. Il est disponible en pharmacie, mais pour l'instant il n'est pas non plus remboursé. Et c'est un analogue de GLP-1 plus fort. C'est une combinaison de médicaments plus fort, et c'est une perte de poids qui peut être vraiment plus importante. On en parle autour de 10-20 kilos de perte de poids, et qui s'approche de l'effet de la chirurgie bariatrique, qui est aussi une question qu'on peut avoir avec nos patients avec du diabète et une obésité, c'est de dire finalement, vous faire perdre du poids permettrait de vous faire guérir du diabète. Donc, est-ce que vous avez envie de faire une chirurgie bariatrique? Couper l'estomac. La chirurgie bariatrique, c'est quand on coupe une partie de l'estomac, où on fait des montages entre l'intestin et l'estomac pour perdre du poids. Et donc, la chirurgie bariatrique va peut-être être moins en avant, enfin en premier plan, avec l'arrivée des médicaments plus forts que l'Ozempic pour faire perdre du poids dans le diabète et dans l'obésité. On peut s'attendre à une prise en charge de ce médicament dans un futur proche? Possible. C'est quoi le nom exact? Le Mounjaro. D'accord. Le Mounjaro. Et c'est la seule évolution que vous voyez, ou il y a d'autres évolutions qui vont... Alors, il y a toujours des médicaments qui sont tout le temps en évolution. On a eu plein de choses, des choses qui viennent, qui repartent. Le Mounjaro, c'est aussi une injection. On développe de l'insuline une fois par semaine au lieu de l'insuline tous les jours. Il y avait eu des essais, mais qui se sont arrêtés pour avoir de l'insuline nasale en spray. Donc ça a disparu. Il y avait des problématiques. Mais comme le diabète, c'est une maladie qui vraiment touche plein d'organes, on a plein de pistes de recherche. Le dernier médicament, l'inhibiteur de SGLT2, qui joue aussi sur le rein et sur le cœur, a été développé sur une action du rein. Il joue sur le rein, il favorise l'excrétion du sucre par le rein. Et donc c'est comme ça qu'il fonctionne, alors que ça faisait 20 ans qu'on faisait en sorte qu'on utilise mieux notre sucre, qu'on produise moins de sucre par le foie. Le médicament avait des cibles en fait différentes. Il y a toute une vague de recherche aussi sur le microbiote, sur les bactéries que nous avons dans notre intestin,
et qui ont aussi possiblement, selon certains, un rôle dans le diabète de type 2. D'accord. Donc on peut aussi avoir des avancées thérapeutiques peut-être dans ces voies-là pour changer la flore bactérienne, donc D'accord. des voies diverses. Ok. Mais c'est vrai que ce que je vois moi le plus au quotidien, c'est les nouvelles technologies avec les capteurs, qui sont vraiment un changement pour les patients. Ok. On arrive vers la fin. Est-ce que, une petite question pour conclure sur le diabète, est-ce qu'on peut guérir du diabète? Alors le mot guérison est un mot Ouais. qu'on n'aime pas trop employer D'accord. parce que c'est quand même compliqué. Mais j'aurais une réponse un peu mitigée en disant, alors le diabète de type 1, malheureusement, on ne peut pas guérir du diabète de type 1. D'accord. Le diabète de type 2, chez une personne qui a une obésité et qu'on guérirait de cette obésité, c'est-à-dire qu'il soit par une chirurgie bariatrique, soit par une perte de poids majeure avec les médicaments, perdrait du poids, on va voir une guérison de son diabète au point d'arrêter les traitements. Ça se voit. Mais on préfère parler de rémission parce que souvent, le diabète va réapparaître avec le vieillissement, en vieillissant. Mais si déjà pendant 10 ou 20 ans, il n'y a plus de diabète, plus d'injection d'insuline, plus de comprimés, il y aura aussi un vrai bénéfice sur la santé et la qualité de vie. D'accord. Docteur Bion, on va parler de vous, professeur Bion, excusez-moi, on va parler de vous. Vous êtes endocrinologue, diabétologue, vous êtes spécialisé aussi dans l'obésité à l'hôpital Avicenne. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de prendre ce parcours et de vous spécialiser dans le diabète? Je pense probablement, comme souvent, la rencontre de plusieurs facteurs. Moi, je suis arrivée, je suis d'origine bretonne, mais j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Afrique, au Nigeria, j'ai vécu en Arabie Saoudite. Et puis, mon premier stage, quand je suis arrivée à Paris pour la spécialisation, a été à l'hôpital Avicenne. Et j'ai donc rencontré mes maîtres, les médecins qui m'encadraient, qui m'ont donné envie de faire cette spécialité et qui m'ont soutenu après dans mes projets de recherche, dans mes projets de carrière et m'ont guidée. Donc j'ai commencé par cet hôpital, puis j'ai été faire ma formation dans le reste de l'Île-de-France et finalement en gardant des liens avec l'hôpital Avicenne parce que j'avais vraiment des attaches. Mon parcours a été de revenir sur l'hôpital Avicenne parce que le service dans lequel je travaille a une activité, comme vous le dites, assez mixte, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les services hospitaliers. Et puis finalement une richesse aussi de parcours de vie des patients. Voilà. Et qu'est-ce qui vous motive? Il y en a qui restent médecins, vous avez décidé d'être professeur. Pourquoi cette motivation? Qu'est-ce qui a fait que... Alors la motivation de professeur, c'est que c'est une diversification, je dirais, de nos activités. Je suis à la fois clinicienne, c'est-à-dire que je vois toutes les semaines des patients en consultation, je vois les patients hospitalisés avec qui je vais discuter de tout ce qu'on vient de discuter, donc ce qu'on appelle le travail de clinicien. Et puis en parallèle, j'aimais aussi beaucoup l'enseignement. J'ai une maman institutrice et donc j'avais envie aussi de continuer à transmettre ce que mes pères m'avaient transmis et donc d'enseigner, et c'est l'enseignement qui m'a aussi poussée à faire la carrière universitaire, c'est-à-dire de faire les étapes permettant d'être nommé professeur, qui est finalement une charge d'enseignement et des projets de recherche, c'est-à-dire aussi tout ce qu'on peut avoir discuté là montre bien qu'il y a toujours des thématiques de recherche. Actuellement, moi, je m'intéresse à ce que pensent les patients, comment ils voient leur maladie dans le laboratoire de recherche dans lequel je travaille, qui est une partie aussi, comment on peut faire pour que les messages de santé puissent être entendus. Et donc ce travail d'enseignant et de chercheur permet aussi d'avoir toujours une dynamique pour prendre en charge les patients. D'accord. Si vous devriez dire un mot face caméra aux patients qui vous regardent, qu'est-ce que vous leur direz? Caméra juste en face de vous. Je leur dirais que le diabète, c'est une maladie qu'il faut prendre en charge et qu'on peut prendre en charge, mais à condition de mettre en place plein de choses, de dépister assez tôt le diabète, de ne pas penser que quand on disait ça en introduction, des parents diabétiques, on sera forcément diabétique. Donc cette notion de fatalité est quelque chose
contre laquelle j'ai envie de me battre, en disant qu'il y a plein de choses qu'à titre individuel on peut faire pour éviter cette maladie, ou alors quand elle est là, faire en sorte de vraiment s'en occuper avec tous les outils qu'on a à disposition, avec les nouvelles technologies, les médicaments, etc. Donc il faut aller voir les médecins, son médecin traitant, son diabétologue si on en a un, pour vraiment s'investir dans la maladie. C'est-à-dire qu'il faut être motivé, ce qui n'est pas forcément facile quand on a une maladie qu'on n'a évidemment pas choisie. C'est ça le fameux l'acteur de la maladie. Quel est le message que vous souhaitez faire passer aux jeunes de la communauté, on va dire, DECI, qui nous écoutent, dont les parents sont diabétiques? C'est une bonne question parce que, en fait, le premier message que j'aurais envie de leur faire passer, c'est de s'investir et d'accompagner leurs parents. Parce que ce qui est le plus difficile au quotidien, c'est que parfois, on fait face à une barrière linguistique importante. Et donc, quand on a une personne hospitalisée, qu'on veut lui expliquer souvent comment modifier sa dose d'insuline par rapport à ce qu'elle mange, si elle doit manger, si elle veut faire un repas de fête avec plein de chapatis, il va falloir monter la dose d'insuline pour ce repas et comprendre un petit peu où est le sucre dans le repas. Donc il y a plein de choses, plein d'informations à faire passer pour équilibrer le diabète. Si la personne ne parle pas français, on a besoin vraiment que les enfants, qui eux, en général, ont grandi en France, parlent français, viennent pour qu'on puisse leur expliquer à eux ce que c'est que le diabète, qui deviennent, comme moi, experts en diabétologie, et deviennent ensuite le médiateur par rapport à leurs parents. Et souvent, l'exemple que je prends, c'est qu'en effet, quand on a un nourrisson, pendant les premières années de vie, il ne va jamais tout seul à l'hôpital pour expliquer au médecin qu'il a un problème de diarrhée. Et donc, pareil, quand vous avez votre parent, votre grand-parent qui n'a pas eu... qui parle pas la langue, hein, c'est d'être présent pour que vous-même vous compreniez et éventuellement après regarder le lecteur de glycémie, donner des conseils pour adapter, parce que moi je connais pas ce qui se passe à la maison, qu'est-ce que mangent les gens, et donc le diabète c'est vraiment une maladie du quotidien, donc il faut qu'on puisse expliquer à quelqu'un qui vit au quotidien et qui pourra ensuite venir à chaque consultation pour être vraiment le médiateur, l'interprète. Mais un peu plus que l'interprète même, c'est le médiateur, c'est le soutien. Oui, c'est pas simplement transmettre le message, mais c'est aller plus loin, s'assurer qu'il est compris, qu'il y a un changement, etc. D'accord, merci beaucoup. Merci. Sur ces mots, on va conclure. On a compris que le diabète était une maladie qui était compliquée, mais qui pouvait être gérée avec des dépistages et de la prévention. Si vous voulez consulter, allez consulter un médecin, allez faire des dépistages, pardon. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous laisser un message si vous voulez par mail à contact@fp92.tv. C'est un plaisir sur Parole d'Expert. À très bientôt.